grand jury, présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et sur Paris Première. Bonjour Salah El Haïry. Vous êtes ministre en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Vous allez nous éclairer sur les dernières idées d'Emmanuel Macron. Un devoir de visite pour les pères qui n'élèvent pas leurs enfants après une séparation. Un check-up fertilité pour les jeunes. Le réarmement démographique d'Emmanuel Macron vaut bien quelques explications. Tout comme la campagne des européennes. Décidément difficile pour votre famille politique. La campagne des européennes, ça sera aussi la seconde partie de ce grand jury. Après la pause de midi et demi, nous serons avec Léon Desfontaines, le candidat du PC. Mais pourquoi voter communiste aux européennes? C'est ce que nous verrons avec lui. Pour commencer, nous sommes donc avec vous, Salah El Haïry. À mes côtés pour vous interroger, Pauline Buisson de M6. Bonjour. Et Claire Conruit du Figaro. Bonjour. Emmanuel Macron a donc proposé cette semaine de réfléchir à un devoir de visite des pères séparés auprès de leurs enfants. Une question de Pauline Buisson. Oui, Sarah El Haïry, un devoir, ça veut dire une obligation. Emmanuel Macron ne dit pas comment faire, comment peut-on imposer à un père de s'impliquer dans l'éducation de ses enfants s'il n'en a pas envie. Bonjour à tous et bonjour aux Français qui nous écoutent. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que dire qu'il y a des droits et des devoirs vis-à-vis de ses enfants, ce n'est ni moralisateur, ni intrusif. Ce qui est certain, c'est que quand on fait un enfant, dans la très grande majorité des cas, on est deux. Et il n'y a pas de drame si on se sépare. Par contre, on ne se sépare jamais de ses enfants. Et donc, accompagner la construction d'une équipe parentale avec les deux parents, avec le même engageant, est une nécessité pour les enfants eux-mêmes. Alors, comment on fait? On fait d'abord en prévention, on fait en accompagnant chacun des deux parents dans la vie de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, qui accompagne les sorties scolaires ? Qui emmène en vacances? Qui prépare le goûter pour la fête de l'école? Eh bien, c'est souvent très déséquilibré. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le soutien à la parentalité, ça s'appelle la médiation familiale, ça s'appelle d'une certaine manière un accompagnement à la parentalité. Mais pour reprendre vos exemples, comment vous faites en sorte que les pères accompagnent plus les enfants en sortie scolaire, qui préparent les goûters, etc. Comment concrètement Très concrètement, on continue ce qu'on a commencé à faire. On a transformé quoi? On a transformé le congé paternité et accueil du jeune enfant. On l'a doublé. Il est passé de 14 jours à 28 jours. Eh bien, ça a marché, 71% des parents l'ont pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les aspirations des familles de 2024... 71% des pères prennent aujourd'hui leur congé paternité. Et c'est une réussite. Et c'est une réussite parce que notre majorité a saisi cette opportunité. Mais c'est aussi une réussite parce que dans le fond, on regarde les familles telles qu'elles sont aujourd'hui. Les familles des années 60 ne sont pas les réalités des années 2024. Les parents ont envie d'être aux côtés de leurs enfants. Mais parfois, c'est difficile. Difficile par le travail, difficile par l'éloignement. Et donc, on fait quoi? Eh bien, on construit une société où, dans l'entreprise, on peut parler de parentalité. On peut parler du congé quand on a un enfant malade. On peut se dire que oui, il y a un moment, on a besoin de temps. Et c'est ce temps qu'on essaie de construire avec l'accompagnement nécessaire. Vous parlez des incitations, quelque part, ou des propositions qui sont faites aux familles. Là, quand on parle d'un devoir, on passe à une autre notion. C'est celui d'une obligation. C'est celle d'une obligation. Vous savez, c'est quand même du bon sens de dire qu'on a des devoirs vis-à-vis de ses enfants. On a une responsabilité vis-à-vis de ses enfants. Et c'est la philosophie qui est la nôtre. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intérêt des enfants. Mais soyons très clairs, parce que je l'ai entendu aussi. À aucun moment, ça ne touche les parents qui ont été violents ou auxquels on reproche de la maltraitance ou qui mettent en danger leur famille. Jamais. Bien sûr qu'on a été loin et on a même renforcé la loi. Aujourd'hui, on suspend l'autorité parentale quand un parent est violent ou quand un parent est maltraitant. Voire, on la retire totalement. Non, mais c'est important de l'entendre. Aujourd'hui, un père qui ne veut pas c'est dans l'intérêt des enfants. Oui, aujourd'hui, un père qui ne voit pas ses enfants, l'idée, c'est de l'obliger à voir ses enfants. Est-ce que c'est souhaitable, quand un père ne veut pas voir ses enfants, de l'obliger à les voir? Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est construire, dans l'intérêt des enfants, d'une certaine manière, une vraie équipe parentale. Vous savez, quand un enfant, il attend le dimanche parce qu'il doit voir un de ses parents et qu'il ne vient pas ce qu'il vit, quand il doit partir en vacances avec lui et que finalement, ou avec elle d'ailleurs, et qu'il n'y a personne qui se présente, eh bien, il y a des conséquences, il y a du déchirement. Et notre responsabilité, c'est simplement de mettre les moyens, et donc, oui, d'ouvrir ce débat, franchement, sans tabou, et sans être dans l'intimité des familles. Mais de dire comment on fait. Quand vous dites ouvrir un débat, vous pensez à quoi? Parce que ouvrir un débat, certes, mais après, concrètement, ça veut dire quoi? Très concrètement, qu'est-ce que vous avez en tête pour rendre ce devoir-là concret? Très concrètement, on fait quoi? On a construit du soutien à la parentalité. C'est des ateliers où on réunit les parents et les enfants, où on accompagne parfois les parents qui se séparent. Et encore une fois, il n'y a pas de drame, tant qu'on est au rendez-vous de ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Et on sera intraitable sur la protection des enfants. Donc tous ceux qui sont nocifs
ou toxiques pour les enfants, ils seront éloignés toujours. Mais dans le fond, bien sûr qu'on a besoin de l'amour de ses parents. On ne se sépare jamais de ses parents. Et quand on a souhaité un enfant, eh bien on en est responsable. C'est encore une fois du bon sens que de le rappeler. Et on sera au rendez-vous avec des ateliers parents, parlons séparation, parlons adolescence, encore parlons. Comment vous faites la différence entre un père défaillant et un père toxique? Là, on rentre dans la dentelle d'une définition compliquée à saisir. Et est-ce que c'est dans l'intérêt d'un enfant d'avoir un père qu'on a défaillant, qu'on oblige à voir cet enfant? Vous savez, moi je veux juste rappeler une chose. Déjà, la majorité des parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Et c'est ce que je vois au quotidien. C'est quand même des parents qui se mobilisent. Après, il y a une minorité, c'est vrai, de parents qui ne sont pas au rendez-vous. Il y en a qui sont défaillants, il y en a qui sont déserteurs. Parfois même malgré eux. Quand ils sont défaillants, la justice est là pour protéger les familles et les enfants. Par contre, quand ils sont parfois déserteurs malgré eux, c'est que le lien s'est étiolé, qu'on a pris des mauvaises habitudes. Et même avant même de se séparer, la charge et la responsabilité éducative pèsent souvent sur un parent plus que l'autre. Et c'est ça notre obsession. C'est que dans l'intérêt des enfants, oui, le couple parental doit pouvoir se former. Et là, on peut réfléchir à des choses. Et c'est ce que nous faisons. Par exemple, quand on devient parent ou au moment de la conception, de prendre le temps de se poser un certain nombre de questions. Comment on veut élever notre enfant? Comment on l'intègre dans une fratrie? Et les familles françaises, aujourd'hui, elles sont diverses. Il y a des familles recomposées. Il y a des familles qui adoptent, il y a des familles qui se séparent. Et puis il y a des familles qui vont bien. Et on sera aussi en accompagnement des familles, dans le fond, qui ont simplement parfois des questions. Donc là, on va être dans un système où l'État éduque les pères. Jamais. Par contre, l'État sait rappeler la responsabilité de ceux qui ne sont pas au rendez-vous de leurs devoirs. Oui, ça nous l'assumons. Emmanuel Macron a aussi annoncé la création d'ici fin 2025 d'un congé de naissance, vous l'évoquiez, 3 mois pour la mère, 3 mois pour le père, cumulable durant la première année de vie de l'enfant. Est-ce que cela va remplacer le congé parental qui était beaucoup plus long, lui ? Nous, notre obsession, c'est de permettre, un peu dans la continuité des 1000 premiers jours, du doublement du congé paternité et accueil du jeune enfant, de donner du temps. Du temps dans ces moments hyper précieux, finalement, de la naissance d'un bébé. Le congé de naissance, c'est un nouveau droit. Et un droit qui vient corriger, d'une certaine manière, effectivement, la prépare, qui est ce congé forfaitaire. Disons ce que c'est. On peut aller jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour 448 €. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre avec 448 €? La grande majorité, c'est non. D'ailleurs, ça s'effondre. On est à peine passé de 500 000 personnes qui le prenaient à plus de 250 000. Donc la philosophie, c'est de le réduire et de mieux l'indemniser? L'idée, c'est de le réduire, de mieux l'indemniser parce qu'il sera proportionnel au salaire et de créer une opportunité, au moins la liberté de se dire est-ce que je peux m'arrêter ou pas en pouvant assurer le loyer, les charges de la voiture, les charges de la famille et de la maison. Et en même temps de construire une égalité, puisqu'elle est valable pour les 2 parents. Les 2 parents auront 3 mois chacun, pouvant venir compléter le congé paternité accueil du jeune enfant et le congé bien sûr maternité qui ne bouge pas. Donc c'est un droit nouveau, un droit mieux indemnisé et dans le fond qui répond à une aspiration des familles. Vous savez, moi quand je vois les jeunes parents, ils disent quoi? J'ai envie d'être là. J'ai envie de profiter de ces premiers jours. J'ai envie de pouvoir finalement construire ces souvenirs. Et en même temps, je vois leurs angoisses. Leurs angoisses sur les modes de garde, sur les modes d'accueil. Et c'est pour ça que ce congé de naissance se construit en même temps que nous mettons en place le service public de la petite enfance, parce que cette anxiété de ne pas avoir de garde ou de place en crèche, elle est réelle. Justement, le congé parental venait quelque part combler aussi ça, c'est-à-dire que quand vous n'aviez pas de mode de garde, vous pouviez prendre un congé parental sur les 3 premières années de l'enfant. Mais vous voyez bien que c'était à tort, ce n'était pas une liberté, ce n'était pas un choix, parce qu'on l'a souhaité, on le subissait. Nous, ce qu'on veut, et c'est l'obsession du président de la République... Il n'y a pas plus de moyens de garde aujourd'hui. Donc, eh bien, il y a un investissement. Ah, si, elle changera, et je l'espère bien, parce qu'avec les collectivités locales en particulier, dès le 1er janvier, elles deviennent autorités régulatrices. Concrètement, ça veut dire quoi? On a mis 6 milliards d'euros. 6 milliards, c'est historique, pour permettre de lever la première angoisse des familles, avoir une place chez une assistante maternelle, avoir une place en crèche ou en garde. Mais comment on le fait? On le fait avec les élus locaux, on le fait en finançant des places d'assistante maternelle, on le fait en revalorisant vous savez, les professionnels des crèches. On le fait aussi en regardant en face la réalité des familles et en faisant qu'on va réformer le complément mode de garde, parce que oui, aujourd'hui, avoir son enfant chez une assistante maternelle coûte beaucoup plus cher que de le mettre en crèche. Mais quand on n'a pas de place en crèche, on fait quoi? Parfois on s'arrête. Et donc oui, on prend la fameuse congé parental à 448 €, mais pas parce qu'on l'a souhaité. Maintenant,
Nous, notre philosophie, c'est la liberté et l'accompagnement des choix des familles. Et donc, la question, ça sera la transition d'un modèle à l'autre, mais surtout de créer ces places nécessaires aux familles. Je reviens un instant sur le congé de naissance. Les deux parents pourront-ils prendre leurs 3 mois de congé ensemble ou au même moment, en fait, ou c'est pas l'idée? Alors, l'idée, c'est de faire confiance au choix des familles. Et donc, on autorisera le fait de le prendre ensemble ou de le prendre l'un après l'autre. Ça sera la liberté de chacun. Et c'est là où l'État n'est pas moralisateur, l'État n'est pas intrusif. L'État, il crée cette opportunité nouvelle. Et ça sera le débat que je mènerai devant le Parlement et devant l'Assemblée nationale, donc, et le Sénat, dès l'automne, pour présenter effectivement les modalités du congé de naissance. L'objectif, c'est... Et il sera opérationnel pour 2025. Fin 2025. Ce congé sera indemnisé à hauteur de 50% du salaire jusqu'à 1 900 € maximum. 50% du salaire pour les bas salaires, ça va quand même faire très très peu. Est-ce qu'ils pourront prendre ce congé? Aujourd'hui, c'est 4 fois de plus que le forfait qui existe aujourd'hui. C'est 4 fois plus. Ça, c'est le maximum. Bien sûr, mais c'est un plafond. Après, disons les choses telles qu'elles sont. Quand tu multiplies par 4, déjà, tu crées la possibilité de se dire est-ce que je peux le prendre, est-ce que je souhaite le prendre ou pas. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est quoi? C'est le travail que nous menons avec les entreprises, avec l'ensemble des organisations employeurs, pour faire que, eh bien, on aille vers ce maintien de salaire. Les familles qui, aujourd'hui, prennent le congé paternité et accueil du jeune enfant, en général, elles ont un maintien de salaire dans sa totalité. Quelqu'un qui gagne aujourd'hui le SMIC touchera 2 fois moins quand il prendra son congé parental. C'est la partie qui sera prise en charge par l'État sera à hauteur de 50%. Aujourd'hui, on parle de 448 € de forfait. Demain, on parlera du salaire, donc de la ligne de départ. C'est ça la réalité. Et ensuite, le complément, eh bien, c'est les discussions que nous avons avec les organisations syndicales, patronales, bien sûr. Il y aura pas un déséquilibre entre les salariés dont les entreprises complètent et ceux pour lesquels il n'y aura pas de complément? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un déséquilibre trop important qui pourrait en décourager certains? Non, notre volonté, c'est déjà de multiplier par 4. C'est ça la réalité. C'est déjà beaucoup mieux que ce qui existe aujourd'hui. Et donc cette liberté, elle n'existe même pas aujourd'hui. Les familles ne se posent même pas la question de pouvoir s'arrêter ou pas. Et donc c'est un progrès, c'est un droit nouveau pour la classe moyenne qui aujourd'hui, encore une fois, n'a même pas le luxe de se dire est-ce que je peux prendre en charge finalement mes charges et en même temps profiter de mes enfants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'accompagner bien sûr les petites entreprises et les plus grandes pour travailler à une évolution mais profonde dans notre société. On parlait beaucoup d'égalité ou d'égalité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Mais la réalité n'est plus là. Aujourd'hui, c'est une égalité et un équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et donc la réalité d'une famille, c'est parfois les premiers temps de l'enfant, mais c'est aussi des moments parfois plus difficiles ou plus heureux d'une situation malheureusement de maladie, de handicap ou encore de recomposition familiale. Et c'est ça que nous travaillons avec les organisations syndicales et les entreprises pour que les petites comme les plus grandes, mais aussi que la fonction publique et l'État soient exemplaires dans cet accompagnement des familles. C'est ça la transformation de la mentalité que nous voulons faire. On parle des enfants. L'un des objectifs aussi d'Emmanuel Macron, c'est que les Français fassent des enfants. Il veut instaurer un check-up fertilité pour tous les jeunes, hommes et femmes, autour des 20 ans. Est-ce que l'idée, c'est d'inciter à faire des enfants? Vous savez, la politique familiale, elle a été longtemps considérée comme une politique fiscale ou une politique du chèque. Aujourd'hui, ce n'est pas l'aspiration et les besoins des familles. Aujourd'hui, on fait un enfant quand on a confiance en l'avenir. Et c'est ce que nous faisons en bâtissant une Europe forte. Vous dites avoir un enfant, ce n'est pas une question de moyens? Pas exclusivement. Il y a des freins. Et nous, notre objectif, moi, mon travail, mon rôle, c'est de lever ces freins. Mais le premier frein, c'est l'angoisse. Donc déjà, on essaie de construire une société où on se sent en sécurité, où on a l'école qui est forte, où l'Europe elle est forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est quoi? C'est les places en crèche. C'est la première raison dans laquelle on se dit peut-être que je ne peux pas le faire parce que comment je vais m'organiser? Service public de la petite enfance. Ensuite, c'est l'équilibre à l'intérieur de la famille, le couple. Et puis, la réalité, c'est que parfois, c'est dur. C'est dur d'avoir un enfant, c'est pas aussi simple. Alors même que les parents, le dimanche ou les amis, arrêtent pas de vous dire alors c'est pour quand? Vous y êtes? Est-ce que vous avez envie? Et c'est dur. Un couple sur 4 aujourd'hui, c'est pas si aisé pour lui de le faire. Alors on va briser ce tabou de l'infertilité et dire à quel point, oui, la prévention est nécessaire. Cette prévention, elle prend quelle forme? D'abord parler de ce qui trouble notre capacité de faire des enfants. Le tabac, l'obésité. Dans le fond, aussi malheureusement, beaucoup trop, l'âge. On fait des enfants de plus en plus tard. Et donc oui, de plus en plus tard, ça veut dire de plus en plus difficilement. Mais justement, est-ce qu'à 20 ans, c'est le temps de faire ce bilan fertilité? Parce que c'est peut-être pas forcément dans les préoccupations des personnes à 20 ans. Mais c'est une chance. À 20 ans, se dire j'aurai le droit d'avoir un rendez-vous médical qui sera pris en charge 100% par la sécurité sociale, que je sois un homme ou que je sois une femme, c'est finalement mettre toutes les chances de mon côté. Pourquoi? Parce qu'on y répond aussi en prévention.
30% des situations de stérilité ou d'infertilité aujourd'hui sont dues à des maladies sexuellement transmissibles mal soignées. Donc demain, permettre d'avoir conscience de ça avec les cours bien sûr d'éducation civique et évidemment d'affectif à l'école, mais aussi les préservatifs gratuits, pris en charge, c'est de la prévention. Mais savoir à 20 ans que ça va être dur ou peut-être simple, c'est finalement peut-être saisir l'opportunité de faire une conservation ovocitaire. Ça, c'est une réalité et ça, c'est une grande politique de prévention pour que le jour où on a envie, on puisse le faire. Donc c'est de la sensibilisation en fait, ce check-up fertilité. Bien sûr. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Ça sera à quel âge? C'est entre 18 et 25 ans. Il n'y a pas d'injonction à le faire. Il y a surtout, une nouvelle opportunité pour se dire comment ça va se passer pour moi et comment je peux. De la sécurité sociale leur disant vous pouvez aller à un check-up fertilité. Il y a des grands rendez-vous. Vous savez, quand on fait le fameux bilan bucco-dentaire, il y a des grands rendez-vous pour la santé. Et aujourd'hui, savoir dans quel état est notre corps, comment vont parfois nos ovocytes ou nos spermatozoïdes, c'est bon de le savoir bien en amont pour pouvoir y répondre le jour où on a envie de faire une famille. Vous savez, c'est intime. Et c'est dur d'en parler quand c'est difficile d'en avoir. Donc plus on met de chance de son côté, plus on réussit. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le réarmement démographique, comme le dit Emmanuel Macron. C'est le regard simplement posé sur un désir très français. Aujourd'hui, les familles françaises ont envie de faire entre 2 et 3 enfants. La réalité, c'est qu'elles en font entre 1 et 2. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des freins et nous, on essaie de lever freins. Le terme réarmement démographique, il vous convient ou... Vous savez, le président de la République est revenu dessus. Sa volonté, c'est de poser la politique familiale au cœur de notre pays parce que un pays, il est vivant, il est dynamique et c'est presque ce dynamisme qui est le miroir de la confiance de ses enfants. Et il a juste filé la métaphore. Et donc, dans le fond, un pays fort, un pays souverain, c'est un pays qui fait des enfants, qui n'a pas peur en l'avenir. Et donc, dans le fond, accompagner les enfants, c'est accompagner sa puissance. Claire Conrit. Madame la ministre, depuis 2021, la procréation médicalement assistée est ouverte aussi aux femmes seules et aux femmes homosexuelles. Les demandes affluent à tel point que les délais d'attente pour une PMA sont actuellement de 16 à 24 mois. Vous avez vous-même eu recours à une PMA. Est-ce que vous attendiez à un tel afflux de demandes ? Moi, je suis très heureuse que cette loi, qui a été souhaitée et portée par notre majorité et par le président de la République, donne plus de chances, plus d'accompagnement aux familles qui souhaitent avoir un enfant. Maintenant, il y a des délais. Et ces délais, ils sont le fruit d'une réussite, d'une aspiration. On fait quoi pour y répondre ? Le choix qui a été fait par le président de la République, c'est d'ouvrir, par exemple, les centres privés à la capacité de faire cette conservation ovocitaire. Mais c'est aussi de briser un tabou dans notre pays, celui de l'accompagnement, de sécuriser la filiation de ces enfants. Et aussi de faire circuler ces gamètes, parce qu'on voit que d'une région à l'autre, les délais ne sont pas les mêmes. Alors on regarde ça avec beaucoup de bienveillance et on accompagne bien sûr avec le ministre de la Santé l'ensemble des hôpitaux et des services qui accompagnent cette procréation médicalement assistée. Emmanuel Macron veut ouvrir au centre privé l'autoconservation des ovocytes, mais le problème c'est que les dons de spermatozoïdes sont surtout insuffisants. Comment est-ce qu'on peut mobiliser davantage de donneurs ? Aujourd'hui, le modèle français, il est basé sur le don solidaire et la gratuité du don. Ouvrir les centres privés pour la conservation ovocitaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre le plus de chances possible de son côté pour pouvoir avoir des enfants demain. Moi, je vois beaucoup trop de femmes, principalement, qui arrivent à la date, vous savez, limite de cette conservation ovocitaire, et comme les délais sont longs chez nous, vont à l'étranger. Et donc vont aller en Espagne, par exemple, et payer pour finalement mettre de leur côté des chances d'avoir un enfant. Ce qu'on souhaite nous briser, c'est cette inégalité de destin. C'est de ne pas laisser finalement simplement aux familles qui ont les moyens d'aller dans un pays étranger. C'est ce que nous avons souhaité avec la PMA et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec les conservations. Mais sur la mobilisation des donneurs, comment est-ce qu'on peut la faire en mobilisant, en faisant de la campagne de sensibilisation. De fait, elle manque, quoi, visiblement. Non, ça va, mais on peut aller plus loin. Et donc, dans le fond, rappeler à quel point c'est essentiel. Essentiel de donner, c'est participer d'une certaine manière à un grand projet, à celui d'accompagner des familles aimantes, des familles qui demain vont avoir des moments heureux. On ne le dit pas assez, mais avoir un enfant, avoir une naissance, vivre une naissance, ça reste un des moments les plus beaux et les plus doux qu'on puisse voir. Vous savez, 80% des familles, ce qu'on a de plus précieux, c'est ses enfants. Dans son interview au magazine Elle, cette semaine, Emmanuel Macron est interrogé aussi sur les propos qu'il a tenus sur Gérard Depardieu en décembre dernier. Le chef de l'État dit qu'il n'a jamais eu de complaisance avec l'acteur. Pour rappel, en décembre dernier, Emmanuel Macron dénonçait une chasse à l'homme en défendant un immense acteur qui rend fière la France. Est-ce que c'était pas quand même une forme de complaisance ? Soyons très clairs.
Qui a choisi de donner et de faire de l'égalité femmes-hommes la plus grande cause du quinquennat? C'est le président Emmanuel Macron. Premier quinquennat, deuxième quinquennat. Et quand vous avez entendu Emmanuel Macron sur Gérard Depardieu en décembre, qui met en place, quel a été votre sentiment? Qui a doublé le nombre de plaintes aujourd'hui déposées et le doublement des nombres de condamnations? C'est notre majorité et notre gouvernement. Est-ce que ce discours sur Gérard Depardieu correspondait justement à tout ce que vous êtes en train de décrire? Oui, l'essentiel, c'est quoi? C'est toujours d'accompagner la parole des victimes, de les croire, de briser ces silences, de briser ce sentiment de comment je vais prouver, est-ce qu'on va me croire ou pas? Qui forme les forces de l'ordre à accueillir la parole de violence? Qui fait finalement des violences sexuelles et sexistes une priorité de la justice? C'est notre majorité. Donc il ne faut pas voir dans les propos d'Emmanuel Macron cette semaine un mea culpa sur l'affaire Depardieu. C'est une clarification de ses propos, simplement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas laisser le tribunal médiatique prendre le pas. Le temps de la justice est long, c'est vrai. Il a simplement rappelé qu'il y a une présomption d'innocence dans notre pays et que la justice rend le droit, que parfois c'est trop long, mais que l'essentiel, c'est accueillir la parole des victimes, faire que les voix puissent continuer à s'exprimer. Et c'est pour ça que notre majorité a d'ailleurs ouvert une commission d'enquête sur aujourd'hui les violences sexuelles qu'il y a pu y avoir dans le monde de la culture. Alors nous avons beaucoup parlé des annonces d'Emmanuel Macron en direction des femmes. Est-ce que ces annonces sont en lien avec le fait que l'électorat féminin, notamment, et les jeunes, semblent délaisser le camp présidentiel pour les prochaines élections européennes? Vous savez, aujourd'hui, qu'a fait la majorité pour les jeunes ou pour les femmes? Une grande cause du quinquennat. Le doublement d'Erasmus et d'Erasmus+. Demain, le passe-rail des universités européennes. C'est ça, en fait, notre combat pour la jeunesse. L'alternance. Finalement, construire un pays où on a le choix, où on ne te regarde pas comme tu es né, mais on te regarde pour ce que tu vas faire. On te voit comme un talent. Ça, c'est notre projet et notre programme pour la jeunesse. Donc ça n'a pas de lien, mais comment expliquez-vous la démotivation des électeurs d'Emmanuel Macron pour ces élections à venir le 9 juin? Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a une campagne. Bien sûr qu'il y a des sondages, mais soyons pas naïfs. Les sondages, ce sont des tendances. Moi, ce que je suis... Les ministres, vos collègues ministres racontent aussi que sur le terrain, c'est pas forcément facile, que l'accueil n'est pas toujours extraordinaire. Ce sera rendez-vous le 9 juin. Une campagne, eh bien, c'est des rencontres, c'est du terrain, c'est du débat, c'est projet contre projet. Moi, ce que je vois, vous pouvez quand même pas ignorer la dynamique de Jordan Bardella. Je ne nie rien. Je dis juste que Jordan Bardella, c'est un acteur studio. C'est le meilleur acteur de Netflix qu'on ait connu. Mais c'est un acteur de bande-annonce. Jordan Bardella, il parle d'Europe, il ne fait pas l'Europe. Nous, on a fait quoi? L'Europe de la santé pour les vaccins. L'Europe qui réindustrialise et qui fait notre souveraineté industrielle. L'Europe qui protège en étant aux côtés des Ukrainiens. Voilà, l'Europe du quotidien. L'Europe qui fait que, oui, une Europe forte, c'est une France forte. L'extrême droite, avec Jordan Bardella, c'est des TikTok. Alors oui, ils sont meilleurs que nous sur TikTok, mais on est présent dans l'hémicycle et dans le fond, ce que les Français attendent, eh bien, c'est des transformations, et des transformations sans naïveté, donc des résultats et de l'action. Le Premier ministre Gabriel Attal va avoir un débat avec Jordan Bardella. L'Élysée se dit pourquoi pas un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. François Bayrou, sur ce même plateau, déclarait il y a peu de temps: je n'ai jamais été partisan de braquer les projecteurs sur le RN, car vous lui rendez un service formidable. Est-ce qu'il faut aller débattre en permanence avec le Rassemblement national? Il faut débattre avec tout le monde. Le débat, dans une démocratie comme la nôtre, c'est essentiel pour mobiliser. Parce que aussi, on met en lumière, les mensonges, de toute évidence, il y a une stratégie de campagne depuis quelques mois et qui semble perdurer, puisque avec ses volontés de débat avec le Rassemblement national, est-ce que pour vous, ça c'est une bonne stratégie, ou est-ce qu'il faut un peu ne pas faire que de parler du Rassemblement national? Moi, ma stratégie, c'est de mobiliser les Français. Parce que le camp aujourd'hui majoritaire en France, c'est le camp de l'abstention. Et je rappelle que le 9 juin, c'est un seul vote, c'est un seul tour. Donc tous les débats qui nous permettront de mettre en lumière le combat des programmes, l'opposition des idées, et dans le fond, pourquoi cette élection européenne est essentielle et bon pour la démocratie. Mais vous ne répondez pas à mes questions, vous en faites trop avec le RN ou pas? Non mais sincèrement, moi le RN, je combats ses idées, j'ai toujours combattu ses idées. Et je suis pas naïve. Est-ce que c'est votre adversaire principal? Aujourd'hui, il faut en faire l'adversaire principal. Mais c'est pas nous qui faisons que le Rassemblement national soit un adversaire ou que un autre soit un ennemi. Ce qui est certain, un peu des fois par les attaques ciblées ou par les demandes de débat. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ils ne débattent pas, ils parlent d'Europe, ils n'en font pas, et que cette élection, elle est essentielle. Et donc oui, tout ce qui sera
tout ce qui permettra d'amener du débat, d'amener de la confrontation, mais aussi de mettre en lumière tous leurs mensonges, tout finalement leur petit trafic, eh bien, nous permettra de donner à voir aux Français l'importance de notre projet, de notre programme. Nous, on a une équipe, on a un bilan, et dans le fond, on a l'Europe dans notre ADN, parce que plus que jamais nous en avons besoin. Alors oui, moi je suis favorable à l'ensemble des débats. Emmanuel Macron, dans la tribune dimanche, la semaine dernière, disait « J'ai encore tellement de choses à faire ». Le président voit-il déjà un peu quelque part son pouvoir s'affaiblir parce qu'il ne pourra pas se représenter? Et deuxième question, est-ce que vous n'êtes finalement pas entravé ou vous ne vivez pas sous la menace d'une motion de censure des Républicains? Pour la suite, ça complique les choses, non? Je n'ai jamais eu peur du vote des Français. Jamais. Par contre, ce qui est certain, c'est que notre obsession, c'est de changer et de simplifier la vie des Français tous les jours. Alors, je sais que pour certains, 2027, c'est une obsession. Aujourd'hui, ce que nous demande le président de la République, c'est de faire le congé de naissance, de protéger contre les violences sexuelles et sexistes, de faire que les jeunes aient des universités calmes où ils puissent étudier, de ne pas se laisser instrumentaliser par des populistes ou des extrêmes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et donc, peut-être que certains font des plans sur la comète. Aujourd'hui, ce qu'ils nous demandent, c'est de faire. C'est pas compliqué aujourd'hui, plus compliqué de gouverner avec la situation politique actuelle? Après une défaite aux européennes, avec des républicains qui menacent effectivement d'une motion de censure, est-ce que c'est plus compliqué quand même? Vous savez, chez moi, on me dit que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, foire de Chateaubriand, hein, c'est simple, le 9 juin, on verra. On verra quels sont les résultats. Mais je ne ferai pas partie de ceux qui commencent à faire de la politique fiction, qui essaient de commenter ce qui va se passer en 2027. Vous ne craignez pas quand même que la fin du quinquennat soit entachée, soit difficile, compliquée par le résultat des européennes? Ça ne dépendra que de notre action. Et notre action, elle est volontariste. Jusqu'à la dernière seconde, on se battra pour accompagner et simplifier la vie des Français. On se battra pour faire que la France reste un pays fort. Et on continuera à se battre contre l'extrême droite parce que ça, c'est notre identité et parce que c'est notre combat. Vous n'êtes pas tout à fait sur la ligne de François Bayrou pour le coup. Je suis bien sûr dans la ligne absolue de mon président de parti et du président de la République, avec cette énergie que souhaite le Premier ministre dans cette campagne. Et donc oui, on sera au rendez-vous des échéances européennes, mais on sera surtout au rendez-vous du quotidien des Français. Sarah El Haïry, ministre en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles, était l'invitée de la première partie de ce grand jury. En seconde